je te disais que la plus grande liberté n'est non pas de ce que tu es, mais de ce que tu cesses de croire être. Que découvrir qui tu es vraiment demande parfois de laisser tomber les rôles et les certitudes qui t'enferment. C'est cet espace que nous allons explorer ensemble. Je m'appelle Rabab, R-A-B-A-B, comme l'instrument de musique. Dans les notes, nous invite à écouter Tout simplement être, le podcast qui explore les espaces entre les certitudes. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te sentir coincé dans un rôle? Le fort, le gentil ou encore le timide? Moi, pendant des années, je ne me suis même pas posé la question parce que je croyais que c'était moi, tout simplement. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris que ce que je prenais pour ma personnalité n'était souvent qu'un costume. Un costume si bien ajusté que je ne le sentais plus. Ce voyage a vraiment pris sens le jour où j'ai compris une chose simple mais profonde. On ne naît pas soi-même, on le devient, ou plutôt on le redécouvre. Dès notre enfance, on nous tend des costumes, ceux de notre famille, de notre culture, ou encore de notre entourage. Et on nous dit, tiens, mais ça, c'est toi. Et nous petits, on les enfile. Par amour, par loyauté et même par peur d'être exclu. Ce conditionnement commence tôt. À la maison, on apprend ce qu'il faut dire ou taire, ce qu'il faut être pour être aimé. À l'école, on apprend à plaire, à rentrer dans le cadre. Et dans la culture, on hérite de valeurs et de croyances, d'un imaginaire collectif sur ce qui est bien ou mal, ce qui est normal ou anormal. Puis, la religion vient parfois sceller le tout avec ses codes, ses interdits et ses promesses. Imagine que ce costume est une tenue entière. La veste du fort, le pantalon du sage, le chapeau du gentil et même les chaussures du timide. Et sur ce costume, il y a des lunettes à travers lesquelles tu te regardes toi-même, tu t'interprètes, tu te juges. Puis, ces mêmes verres colorent naturellement ton regard sur les autres. La personne, par exemple, qui se croit forte, verra la vulnérabilité d'autrui comme une faiblesse. Celui qui se perçoit comme gentil jugera sévèrement ceux qui osent dire non. Et sans même nous en rendre compte, nous finissons par habiller les autres avec les costumes qui correspondent à notre propre histoire. Sans le savoir, nous nous enfermons dans le nôtre. Petit à petit, le costume devient si familier, si bien ajusté, qu'un jour, on oublie complètement qu'il s'agit d'un déguisement, on finit par croire que c'est notre peau. Et pour tout te dire, j'ai vécu ça de très près. Moi, née et élevée au Maroc, j'ai grandi avec des croyances, une culture et toute une histoire qui me disait qui j'étais. C'était comme une première paire de lunettes super solide. Je me souviens
des premiers repas de famille avec des amis français. Par exemple, chez moi au Maroc, quand il y a du monde, c'est joyeux, brouillon, tout le monde parle au même temps et on rit très fort. Ici, la première fois, quand ils m'ont entendu discuter avec mes proches dans notre langue, ils ont carrément cru qu'on se disputait, alors qu'on parlait juste de la pluie et du beau temps. Cette situation m'a permis de comprendre que le volume des voix n'était pas du tout le thermomètre des émotions. Leur calme n'était pas forcément de l'indifférence, et notre animation n'était pas de la colère non plus. C'était tout simplement deux manières différentes d'être ensemble, deux partitions différentes de la chaleur humaine, et que mes vieilles lunettes me disaient une chose et la réalité française en disait une autre. Ce genre de situation m'a obligée à me décentrer, à voir que je n'étais pas forcément la norme, qu'il existait d'autres rythmes, d'autres langages silencieux et d'autres manières d'habiter le monde. Que mes lunettes n'étaient pas universelles, elles étaient simplement miennes. Ni bonnes ni mauvaises, juste un angle parmi d'autres. D'ailleurs, Marcel Proust le résumait parfaitement. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Et ce processus de conditionnement, justement, il ne touche pas que les différences culturelles. Il vient aussi de la société, de la famille, du rôle qu'on attend de nous. Tu vois, il y a cette femme qu'on appelle forte, celle qui gère tout, tout le temps. Le travail, les enfants, la maison, les émotions des autres. Tout le monde l'admire pour sa force. Mais personne ne voit ce moment le soir quand elle rentre dans sa voiture, ferme la porte et pleure en silence. Les clés encore dans le contact, le moteur retourné, elle n'attend personne. Elle vérifie juste que les larmes ne tachent pas le volant, parce qu'une femme forte, ça s'essuie, ça repart, ça ne laisse pas de traces. Et puis, il y a ce garçon, celui qu'on a toujours appelé raisonnable. Lui, il n'a jamais voulu déranger. Il a choisi un métier sûr et une vie stable, parce qu'on lui a appris qu'être sage, c'était ne pas faire de vagues. Mais parfois la nuit, il rêve d'autre chose. Il rêve de peindre et même de partir, de vivre autrement. Et le matin, il remet son costume, il aligne ses chaussures côte à côte, la droite légèrement devant la gauche, comme quand on pose une question qu'on n'ose pas terminer. Ces histoires, on les connaît tous, parce que quelque part, on les vit tous. Chacun de nous porte une version de ce costume, celui qu'on a cousu pour être aimé, accepté et validé. Mais comment fait-on concrètement pour commencer à se détacher? Comment cesse-t-on d'être sans costume? La réponse ne vient pas de l'extérieur, elle se trouve peut-être dans la manière même dont notre esprit fonctionne. En neurosciences, on parle souvent des autoroutes neuronales. Ces chemins dans notre cerveau qui deviennent si familiers que nous les empruntons sans même y penser. Nos croyances sur nous-mêmes et sur le monde, nos réactions automatiques ne sont souvent que cela. Des autoroutes neuronales tellement empruntées qu'elles semblent être le seul paysage possible. Le philosophe
et médecin François Roustang parlait de cela comme une possession, non par des démons, mais par nos propres constructions mentales. Je suis comme ça, c'est tout. Le monde est comme ça, point final. Ma croyance, c'est la réalité et la vérité. Et c'est précisément cette certitude, cette prison de l'évidence qu'il s'agit de faire trembler. Car l'acte libérateur se situe ici, dont la capacité à observer ces mécanismes sans nous identifier. Apprendre, par exemple, à être le témoin de nos propres pensées, c'est reconnaître simplement cette pensée n'est pas moi, c'est juste une pensée qui passe, ou encore cette émotion n'est pas moi, c'est juste une émotion qui traverse. Ce changement de posture intérieure est fondamental. Passer d'acteur à témoin, de personnage à metteur en scène. Pour incarner ce passage de l'acteur au témoin, je vais vous proposer un petit exercice, un jeu en 3 temps. Première étape, repérer. Ferme les yeux si tu peux. Demande-toi, quelle partie de toi prend toujours le devant de la scène? Celle qui veut tout contrôler, qui cherche à plaire, ou celle qui se croit trop faible? Remarque-la simplement. Deuxième étape, nommer. Donne-lui un prénom comme un personnage. Moi, j'ai appelé la mienne le contrôleur. Toi, ça pourrait être le perfectionniste, le protecteur ou l'imposteur. Laisse venir le premier mot sans jugement. Troisième étape, observer. Souffle profondément. Et quand cette voix se manifestera plus tard dans la journée, au lieu de t'y identifier, tu pourras simplement lui dire « Ah, c'est toi !» Cet exercice est une porte. Il ouvre un espace entre toi et tes patterns. Cette liberté de n'être plus le personnage, mais de pouvoir le jouer en conscience, c'est un pouvoir qui peut sembler abstrait, mais que certaines fictions rendent incroyablement concret. Ici, je vais faire appel aux amateurs de Game of Thrones. Le personnage d'Arya Stark vit littéralement cette transformation. Elle arrive à Braavos, à la grande maison noire et blanche des Faceless Men. Jaqen H'ghar lui présente une condition. Abandonner son nom, son histoire, sa Arya Stark, pour devenir No One. Ce n'est pas un acte de perte, mais une préparation. Elle doit donc apprendre à desserrer les liens de qui elle était pour pouvoir choisir qui elle deviendra. Et c'est là que commence son entraînement. Chaque jour, elle apprend à porter des visages, des masques qu'elle doit symboliquement endosser, non pour changer son apparence, mais pour incarner complètement la personne qu'il représente. Elle doit donc apprendre sa démarche, sa voix, ses habitudes, ses réactions. Le but est de disparaître derrière ce masque. Faire oublier Arya, faire oublier celle qu'elle a été jusqu'à pouvoir devenir quelqu'un d'autre, parfaitement. Mais ce n'est pas facile. Chaque souvenir, chaque sentiment lié à Arya Stark tente de refaire surface, chaque émotion qui lui rappelle son passé fait échouer sa transformation et elle doit tout recommencer. Peu à peu, elle atteint un vide où son ancien rôle n'a plus de prise, où son nom s'efface, où même les masques qu'elle porte semblent glisser de ses mains. C'est le fond du rien.
là dans ce silence et ce vide, elle n'est plus définie par ce qu'elle était, ni par ce qu'elle doit devenir. Et c'est seulement dans ce rien que son pouvoir naît. Une infinité de choix, la liberté de devenir tout ce qu'elle veut quand elle le veut, et elle peut endosser n'importe quel visage, sans jamais devenir le masque. Le masque reste un outil et elle reste la main qui le tient. Comme pour Aria, c'est dans ce rien que l'on réalise que ce moi fabriqué, ce personnage qu'on a entretenu toute notre vie, n'était qu'une construction mentale. Tout cela nous a donné une forme, mais pas toujours une essence. Alors, on apprend à écouter autrement, à tendre l'oreille vers l'intérieur. Là, quand les bruits du monde se taisent, quand les avis des autres s'éloignent, une voix se fait entendre. Ce n'est pas celle qui veut plaire, ni celle qui a peur d'ailleurs. C'est souvent une voix calme, claire et désarmante. Elle ne crie pas, elle chuchote. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à défendre, tu peux juste être. J'ai souvent pensé que cette manière d'exister sans s'accrocher au jeu, sans vouloir tout nommer, était peut-être plus naturelle dans certaines cultures, dans certaines langues. Des langues où les mots laissent plus d'espace, où l'action peut se dire sans forcément désigner celui qui agit. Dans nos langues occidentales, au contraire, chaque action se conjugue et chaque jeu s'affiche. En Indonésie, par exemple, les verbes ne se conjuguent pas forcément. On peut dire « je mange »,« j'aime », mais on peut aussi simplement dire « manger »,« aimer ». Le jeu est là s'il le faut, mais il n'est pas nécessaire. Et cette absence d'obligation dit quelque chose d'intéressant. Comme si la langue elle-même portait une sagesse du détachement. Une façon d'être au monde sans toujours se placer au centre. Vivre ainsi, c'est laisser skier, se déployer sans s'y accrocher. Sans que chaque geste ou chaque mot doive dire qu'il en est. Et si dans certaines langues le jeu n'est pas indispensable, cela nous rappelle que l'on peut exister pleinement sans que notre identité soit toujours au centre. Que les actions, les sentiments peuvent se vivre directement sans être jugés ni définis. On ne cherche plus à être vu, on apprend simplement à voir. Et c'est comme ça, sans y penser, que les lunettes se déposent, que le costume glisse. Ce qui semblait être un vide, une perte, devient soudain une naissance, parce qu'en vérité, on ne devient pas quelqu'un de nouveau. On redevient juste celui, celle qu'on n'aurait jamais dû cesser d'être, bien avant les masques, avant les rôles, avant tout ces « il faut » et « je dois ». Pour que cette prise de conscience ne reste pas une idée, je te propose un petit défi de la semaine qu'on va appeler le défi sans visage. Le principe est simple. Choisis un tout petit geste qui sort de ton costume. Dire non quand tu dirais toujours oui. Ou marcher plus lentement si tu es toujours pressé. Garder le silence aussi là où tu te forcerais à parler. L'objectif n'est pas de réussir, mais d'observer. Observe les résistances, les sensations et surtout le petit vertige de la liberté.
Et si le cœur t'en dit, viens me le raconter. Partage ton expérience en commentaire ici, directement sous cet épisode. Notre épisode touche à sa fin, mais tes mots, eux, pourraient bien devenir le cœur du prochain. Merci d'avoir été là pour cet épisode de Tout simplement être. Dans le prochain épisode, je te défie de remettre en question une de nos plus grandes angoisses modernes, la peur de ne rien faire. Et si tout ce que tu cherches était déjà là, dans le silence